Bonjour à tous, bonjour Quentin. Salut Antoine, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui des différentes phases qu'il y a après une rupture amoureuse. C'est quelque chose qui est extrêmement douloureux, c'est quelque chose qui fait souffrir. Et on va voir ensemble que les phases, même si de loin peuvent se ressembler parce que la douleur est toujours aussi intense, les phases sont très différentes psychologiquement. Pourquoi est-ce qu'il est important de savoir ça? Parce que parfois on a mal et on ne sait pas quelle sera précisément la suite. Dans cette vidéo, on a deux objectifs, vraiment identifier à quelles étapes vous en êtes et surtout qu'est-ce qui arrive juste après. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, il y a un lien en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» C'est un quiz qui se fait en 60 secondes, c'est juste en dessous. Vous pouvez aussi appeler mon équipe, il y a un lien qui est sous cette vidéo. Et je vais mettre aussi le lien vers la chaîne de Quentin Lyons, juste en dessous. Merci. Déjà, si on peut différencier les quelques grandes phases suite à une rupture amoureuse, on peut dire qu'il y a déjà le choc du moment de l'annonce, ce qui est d'une violence généralement inouïe et qui peut se traduire, corrige-moi, qui peut se traduire soit par un effondrement total ou soit par une espèce de phase étrange où tu ne ressens rien, tu es quasiment content que la suite des disputes que tu as dernièrement mène sur quelque chose, tu te sens quasiment libéré temporairement. C'est une phase assez compliquée en effet en termes de réaction. Il y a plein de réactions possibles en fonction de la charge émotionnelle qui est associée. C'est ce qu'on appelle le choc du diagnostic. C'est un petit peu comme si on annonce à quelqu'un qu'il a un cancer d'un seul coup. Ce que représente le mot cancer, eh bien, va provoquer un choc chez la personne. Ce que représente le mot on n'est plus ensemble, c'est fini ou on s'arrête, bah, ça va créer un choc de la même manière parce qu'il va y avoir une perte d'habitude, parce qu'il va y avoir une perte de repères, parce qu'il va y avoir un moment donné où on va se sentir, mais vraiment, où tout notre monde s'écroule complètement. Dans ces moments-là, on a plusieurs réactions possibles au niveau de la défense psychique. On a le déni, par exemple, c'est une des premières réponses. Le déni, ce qui peut même se traduire par un sourire. L'autre t'annonce qu'il te quitte, tu souris, tu rigoles, c'est complètement déconnecté par rapport à la situation. Mais mettez-moi en commentaire si ce que je dis est vrai ou pas. Ça va au-delà du déni, ce que tu dis. C'est non seulement le déni de l'annonce, mais ça va jusqu'au mépris. C'est-à-dire on croit que l'autre nous raconte des blagues juste pour nous faire réagir. C'est un coup de bluff. Encore une fois, il bluffe. On ne prend pas la personne au sérieux, on n'arrive pas à considérer que c'est possible. C'est non seulement un déni, mais en plus un dénigrement de l'information. C'est ça. On l'évacue, ça n'existe pas. Ça, tu dramatises, encore un problème pour rien, etc. Tu rigoles, demain tu reviendras, sauf qu'en fait le lendemain, l'autre ne revient pas. Il y a une autre façon de réagir qui est de s'écrouler. S'écrouler complètement, fondre en larmes. C'est le moment où il n'est plus là, il n'y a plus rien qui va. On est vraiment au fond du gouffre. On sombre dans une forme de dépression, mais directe. C'est-à-dire qu'on ressent souvent à ce moment-là une espèce de grand frisson dans la colonne vertébrale. Au niveau du ventre, tout se noue et notre corps exprime vraiment il n'y a plus rien qui tient, quoi. On n'arrive plus à voir le monde qui nous entoure non plus. Ouais. On a une perte de focalisation au niveau visuel. Au niveau auditif, on entend comme un brouhaha permanent, mais on n'entend plus rien vraiment. Donc ça, c'est un état de choc psychologique, vraiment. C'est l'effet d'annonce. Déni, état de choc. Voilà. Je l'ai dit, c'est étonnant, ça peut être un soulagement. Si jamais vous avez vécu, je dis n'importe quoi, 5 disputes les 5 derniers jours et qui étaient extrêmement violents, tout d'un coup l'autre te dit on va s'arrêter là, pause, tu peux te sentir soulagé. Tu dis c'est bon, les problèmes s'arrêtent. Temporairement, tu te sens bien. Puis il y avait aussi la colère, c'est-à-dire que vous étiez en lutte pendant plusieurs jours, comme tu le disais, et puis l'autre vous annonce que c'est fini. Mais en fait, comment ça c'est fini? Mais non, mais attends, moi j'ai pas défendu mon point de vue, etc. Ouais. Non, mais c'est même agression, c'est-à-dire mais comment ça, c'est trop facile, tu pars comme ça, mais c'est pas possible, etc. Il peut y avoir aussi cette recherche de conflit à nouveau, parce que quand on est en lutte et qu'il y en a un qui part, l'autre il a toujours envie de lutter, donc il va commencer à récupérer la personne. Généralement, donc tous ces états sont très très différents, ils mènent souvent. Au bout de quelques jours, je ne sais pas comment dire, tous ces chemins vont se relier à un seul tronc commun. C'est-à-dire que ça part de plein de différents, ça va se relier à un seul tronc commun. Ce qu'on appelle, le terme qui est un peu à la mode, c'est un épisode dépressif. Ce n'est pas une vraie dépression, bien que ça peut l'être. Justement, ça ressemble à une dépression, c'est un épisode dépressif qui peut se traduire par troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, perte d'énergie, sentiment d'étouffement, anxiété, angoisse, rumination et tout un tas de choses. C'est à peu près vers ça que ça mène chaque fois. Quand on a perdu tous ces repères psychologiques, on ne peut plus anticiper l'avenir, on n'apprécie plus son présent et on doit faire le deuil de son passé. En fait, il n'y a plus rien qui tient, donc on n'a plus de repères, on est complètement perdu, on n'a absolument plus rien qui tient. Faire ses courses, ça devient le bout du monde. Enfin, c'est vraiment, on est en système d'écroulement, on est en hébétude, on est vraiment sous le choc et on est incapable de bouger, de faire quoi que ce soit. Exactement. À noter qu'une rupture amoureuse, souvent, c'est plus que perdre l'amour de quelqu'un. Plus souvent, c'est perdre une identité. Admettons que tu aies des enfants avec cette personne, c'est perdre une famille. Admettons que vous ayez un business ensemble, c'est perdre ton travail aussi. Il y a la maison que tu perds aussi, il y a les amis en commun, il y a les habitudes, il y a tout votre quotidien, même l'adresse où tu habitais, avec tout ce qui est rattaché, comme je dis n'importe quoi, comme bêtement des commerçants. Le cerveau déteste la perte des habitudes. Et là, tu es en train de tout perdre d'un coup, de manière extrêmement violente.
Et dans les phases dépressives que tu décrivais avant, qui peuvent arriver, c'est exactement ça, un cran plus loin, c'est-à-dire que non seulement on a perdu nos repères, mais en plus on perd notre raison de vivre. Parce que l'autre, en nous regardant, nous faisait exister, en nous ayant choisi en tant que conjoint, eh bien là, vu qu'il nous déchoisit, si on pourrait dire, hein, vu qu'on a l'impression qu'il nous rejette et donc il renie jusqu'à notre existence même, c'est-à-dire que on se sent plus reconnu, on a l'impression de ne servir à rien si on n'est pas le conjoint de l'autre ou le père de famille ou la mère de famille, ou etc. Enfin, on se sent vraiment rejeté, renié dans sa propre existence. Et quand on en est là, en général, ça mène en effet à ce genre de dépression dont tu parles. Et ça, il faut savoir que c'est un syndrome de dépendance affective. J'aimerais qu'on fasse un fast forward, quel est le mot français pour dire fast forward? Une avance rapide sur une autre phase. Donc on a bien compris l'effet de choc, toutes les différentes phases qui vont mener à ce même tronc commun. Et il se passe quelque chose d'extrêmement étonnant. Si jamais on avait un graphique, on verrait qu'il y a cette onde de choc là, et quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, un deuxième effet de choc, qui correspond globalement au moment où tu réalises que la remise en couple ne sera pas possible. Et j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui dans cette vidéo. C'est quelque chose qu'on pourrait appeler l'effet du joueur de loto. Quand tu joues au loto, quand tu vas acheter un ticket, potentiellement, grâce à ce ticket, tu peux devenir riche. Potentiellement. C'est-à-dire que tu n'as pas la validation, tu n'as pas l'information comme quoi il est perdant ou gagnant. Donc potentiellement, tu es gagnant. Lorsque tu vas chez ton buraliste le valider, tu as la réponse. Dans la rupture amoureuse, tu as cette onde de choc, mais tu peux être guidé par un espèce de narratif interne qui est que dans ton histoire, vous allez vous remettre ensemble. Tu peux encore gagner. Tu peux encore gagner, c'est encore possible. Sauf que va arriver un moment donné où tu sais que même si l'autre revenait, il y aurait de gros problèmes. Parce que tu as appris des choses sur l'autre, parce que finalement l'autre est extrêmement méprisant, méchant, il t'a rabaissé, ou il t'a certifié 20 fois que c'était impossible, ou il s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre, ou il a fait des choses graves qui feraient que ce n'est pas possible. C'est quand on est remplacé, je crois que c'est la deuxième rupture en vrai. Parce que c'est là où exactement ce syndrome que tu décris, c'est on sait que c'est plus possible de se remettre ensemble. On a été remplacé. Donc on n'est plus du tout utile à la relation et l'autre nous a ignoré, on est effacé en fait, c'est cette deuxième rupture-là. Tout à fait. Mettez-moi en commentaire si vous êtes dans la phase 1 des 5 choix premiers, dans le tronc commun, ou si vous arrivez dans ce deuxième pic dessus. C'est difficile parce que tu oscilles entre plein de choses. Il y a une partie de toi, c'est assez étonnant ce que je veux dire, il y a une partie de toi qui aime revenir temporairement dans sa tête à la phase d'avant, à la tristesse d'avant. Comme un espèce d'un spleen baudelairien, ou quelque chose qui fait que tu aimes bien revenir à ta dépression d'avant parce que dans l'étape d'avant, l'idée de se mettre ensemble était encore possible. Le couple aurait été possible. Donc tu te mets dans des phases où tu t'en viens à regarder les photos, à essayer de te faire du mal pour ressentir quelque chose. C'est comme si, accrochez-vous bien, dites-moi si vous êtes dedans ou pas, si je suis fou. C'est comme si regarder les photos et te refaire mal en regardant ça, te replonger, refaisait vivre le couple un peu. J'ai beaucoup de clients qui m'ont dit, parce que je ressens moins de choses pour cet ex aujourd'hui, j'ai l'impression que ça n'a pas existé ou que c'est foutu, que ça n'existe plus. Ils sont tristes. L'idée d'avoir perdu la chose les rend tristes. C'est un syndrome qui est assez particulier en effet, hein. C'est vraiment quelque chose qui existe et qui est à prendre au sérieux parce que ça peut mener à des dysfonctionnements profonds. Notamment le fait que quand on repense à l'autre, on fait revivre le lien avec l'autre et cette tristesse, on se l'oblige presque, on se l'impose parce que sinon ça voudrait dire qu'on n'aurait pas vraiment aimé l'autre. Exactement. Si l'autre n'est plus là et que j'en ai rien à faire, ça veut dire que je ne l'ai pas aimé. Or ça n'a rien à voir, ça veut juste dire qu'on peut aller au-delà de la tristesse. Mais on se maintient dans un état de tristesse pour justifier l'amour qu'on ressentait pour l'autre et presque on voudrait montrer cette tristesse à l'autre pour lui montrer à combien on l'aime. C'est exactement qu'il soit témoin de ça, voilà, qu'il soit témoin de ça pour dire non mais regarde, je t'aime vraiment, je tiens vraiment à toi, est-ce que tu peux revenir? Le problème c'est que ça donne l'effet inverse en général parce que quelqu'un qui revient en chouinant, c'est pas sexy, ça fait pas envie. Hein. Je vous déconseille de le faire, mais après c'est vous qui voyez. Et il y a quelque chose qui est quasiment dissociatif dans le cerveau, c'est en même temps, d'un côté, ta vie va de l'avant, tu rencontres d'autres hommes, d'autres femmes, tu recommences à dragouiller et ça progresse. Et d'un autre côté, tu as un pied qui est devant, qui avance, tu as l'autre pied qui est encore dans la relation et qui traîne, qui veut rester dedans pour prouver que tu es encore triste, pour prouver à tout le monde, à toi, à ton ex, aux gens, que c'était une relation très importante et que tu as fait tout ce que tu pouvais dedans. Et parce que c'est une partie de toi qui aime bien ce genre de nostalgie. C'est la nostalgie des journées pluvieuses. Tu as quelque chose où dans ton lit, tu es un peu heureux de tout ça, il fait gris, il pleut, c'est sympa. Là, c'est pareil, tu te replonges un peu dedans pour refaire un peu exister la chose. Si jamais ça vous arrive, comment l'analyser? Parce que c'est aussi ça l'idée de la vidéo, comment l'analyser, comment savoir si c'est une bonne chose ou pas. Il y a des statistiques officielles qui sont sorties là-dessus. Il faudrait, alors ce sont des sondages dans des magazines ou dans des universités qui ont tendance à se contredire chaque année en disant des choses différentes. Néanmoins, le fait d'avoir un ordre de grandeur peut aider.
Il y a une statistique de l'INSEE de 2019 que vous pouvez trouver en tapant dans Google qui explique qu'entre deux grandes relations, il se passe 23 mois, à peu près 24 mois, à peu près 2 ans. Entre deux relations qui comptent. On ne parle pas d'un coup d'un soir, d'aller en boîte de nuit, etc. Donc, si jamais ça fait juste quelques semaines que vous êtes dans ce mal, sachez qu'en moyenne, il faut 23 mois, 24 mois avant de retrouver quelqu'un d'autre. Si vous êtes inquiet que votre ex retrouve quelqu'un d'autre, sachez que vous avez un créneau de 2 ans. Ça laisse de la marge pour votre conquête amoureuse. Sachant qu'il y aura peut-être des relations tampons entre temps. Hein. Peut-être aussi. C'est pas 2 ans de célibat, c'est pas ce que tu es en train de dire, hein, on est bien d'accord. Vous avez le temps. Il est dit aussi, dans une autre étude qui est un peu plus récente, qui a 2 semaines, qu'il faudrait 14 mois, donc un peu plus d'1 an, pour que votre précédente relation n'affecte pas la nouvelle relation. Donc on est encore dans un peu plus d'1 an. Si vous souffrez, si ça vous fait mal depuis des gens qui m'appellent, qui me disent ça fait 3 jours, je suis au bout de ma vie, c'est l'enfer. 3 jours, c'est peu. Si votre ex se remet en couple au bout de 3 heures, en mettant en rapport les chiffres de l'INSEE, ça ne durera pas longtemps. C'est que ça ne durera pas très longtemps. Si ça fait quelques mois, vous êtes dans quelque chose qui est normal, ne vous inquiétez pas. Vous vivez quelque chose qui est humain. Si vous avez aimé l'autre, il est normal de mettre quelques mois jusqu'à 1 an ou 2 ans selon les statistiques pour s'en remettre, ça va. Si maintenant ça fait 10 ans, c'est encore un peu autre chose. Alors, en général, au bout de 7 ans, il y a un deuil complet qui arrive. Et si au bout de 7 ans, le deuil complet, c'est-à-dire qu'on a une vie qui redevient normale. C'est long, hein, 7 ans, je suis bien d'accord, mais je parle de normalité, hein, de revenir à la normale, pas forcément de repenser à la relation ou etc., ou d'être capable d'en vivre une nouvelle. C'est vraiment, si on fait, ok, ça fait partie de mes souvenirs, mais enfin voilà, indifférence totale. En général, c'est au bout de 7 ans. Et si au bout de 7 ans, ça ne vient pas, c'est qu'on a tendance à vivre dans le passé. Et on a tendance à chercher à réparer quelque chose de ses propres failles personnelles à travers la relation. Et on cherche toujours un sauveur externe au lieu de chercher à travailler. Donc je vous conseille de vous faire accompagner là-dessus parce que ça veut dire que vous avez quelque chose de personnel à travailler. Ça n'a rien à voir avec la relation, c'est quelque chose de complètement différent. Si ça dure au-delà des 7 ans. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, mettez-nous un commentaire. Je vais mettre le lien de Quentin. Il y a le quiz en dessous. Quelles sont vos chances de récupérer votre ex? Il y a mon équipe que vous pouvez appeler si vous êtes accompagné, vous êtes aidé. Il y a tout un tas de gens qui sont là pour vous aujourd'hui pour faire que ça se passe mieux, que ce soit dans le moins de douleur possible. Merci Quentin d'avoir été présent. Merci Antoine. Si vous voulez que Quentin revienne, mettez aussi un commentaire juste en dessous. Salut à tous, salut Quentin. Salut, ciao.